BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. C'est la dernière demi-heure de Tout pour investir, l'émission au service de vos finances personnelles et de vos investissements. Nous allons discuter de, évidemment, la retraite, la réforme des retraites. Et on va se poser la question, est-ce qu'il faut compléter, préparer l'avenir avec un PER? Et l'expert pour répondre à vos questions, et elles sont assez nombreuses, je ne vous cache pas, c'est Jean-Baptiste de Pascal. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le directeur général délégué d'Inter Invest. Le parti pris, c'est que, oui, il faut compléter avec un PER quand on veut profiter de la réforme des retraites à plein. Oui. Dites-nous en introduction rapide. En introduction rapide, la réforme des retraites, on l'a vu, on en a parlé, elle est passée depuis le 1er septembre, mais en fait ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que c'est un peu la prise de conscience, et cette réforme, ça permet juste de se dire que la retraite finalement qu'on connaît par répartition, ce sera pas suffisant, ou alors on va lui donner un rôle, c'est de nous donner un peu la retraite minimum. Mais le gouvernement, tout le monde est en train de nous expliquer que la retraite par capitalisation, ça a son intérêt. C'est là pour compléter finalement un régime par répartition. La répartition, c'est la retraite pour tout le monde de base, où on répartit l'argent qu'on collecte des actifs. Et la capitalisation, c'est moi, je fais ma propre retraite en fonction de ce que je vais mettre de côté. Pour l'instant, c'est la capitalisation privée. Et là, ils nous ont créé le PER. Alors, première question, pied dans le plat. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « Oui, mais le PER, c'est réservé aux plus fortunés » ? Alors, c'est pas réservé aux plus fortunés, c'est aussi pour les plus fortunés, mais c'est surtout réservé à tout le monde. Ça devrait être, honnêtement, Lorraine, obligatoire. Parce que c'est un moyen de mettre en place quelque chose pour sa retraite qu'on va capitaliser toute sa vie. Il y a pas longtemps, on entendait dans une émission, on comparait un PER avec, c'est un peu son abonnement au club de sport, on devrait le mettre tous les mois. C'est faux. C'est son abonnement de téléphone, parce que le sport, vous savez, on peut abandonner vite. C'est l'abonnement de téléphone, le PER, tous les mois, en fonction de chacun de ses revenus, il faudrait mettre en place un PER. Ceci dit, pour bien préparer sa retraite, ce serait bien aussi d'avoir un abonnement à la salle de sport, obligatoire. Oui, exactement. Mais, blague à part, en début de semaine, avec Epsor, on discutait du fait que certaines entreprises mettent un PER dans le package d'arrivée de certains salariés. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez, qui sera bientôt une norme ? Ah ouais, c'est une excellente idée. De là à que ce soit une norme difficile, parce que difficile de l'imposer, finalement, ça reste un choix. Ce sera peut-être le cas quand on sera sur une logique de capitalisation publique. Mais pour l'instant, le chemin à faire, il est encore individuel. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie en expliquant l'intérêt du PER. Et il y a une carotte quand même fiscale, c'est-à-dire que l'État nous pousse un peu maintenant à le faire en disant, en plus, on vous dit que c'est un bon mécanisme, et en plus, on vous donne un avantage fiscal. Et c'est pour donner un exemple assez concret, et ça explique en fait la différence entre la répartition et la capitalisation. Si, admettons que vous ayez 35 ans, que vous partiez à la retraite à 65, donc à 65 ans, ça vous fait 30 ans de cotisation. Si tous les mois, vous mettez, on va faire que des 300 euros sur 30 ans, ça vous fait, grosso modo, 100 000 euros à la retraite. Ça, c'est juste la répartition. C'est je prends votre argent et j'en fais rien. Le système par capitalisation, c'est-à-dire que cet argent, il va travailler, il va faire des petits. Et si je garde ce même schéma en disant je mets ça sur mon PER, le projet, c'est qu'à la retraite, j'ai pas 100 000, mais j'ai 300 000 euros. Donc avec 300 euros par mois, je me retrouve le jour où je pars à la retraite avec 300 000 euros. Et donc on a fait x3 sur cette épargne, et donc on n'a pas le même budget pour partir à la retraite et faire sa prévoyance et son complément de revenu. Hier, je recevais un message de Will qui me disait j'ai une culture économique proche de zéro, un PER, une assurance vie, un PEA, PEA, PME, bien ouvert, mais quand on n'y connaît pas grand-chose, on regarde sur les forums, mais certains sont des vrais VRP, des actions auxquelles ils croient, et ils nous demandent de disséquer un peu mieux chaque produit. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dans un PER, quels sont les différents types d'investissements et comment on fait quand on n'est pas un spécialiste, pour reprendre l'expression de Will? Alors, super question de Will, il a raison. Le PER, finalement, c'est l'enveloppe générale. C'est je dois ouvrir un PER et prendre cette logique de verser tous les mois. Je peux même verser à partir de 100 euros par mois. Donc, je me mets dans cette dynamique. Mais derrière, après, c'est une enveloppe. Il y a plein de choses qui se passent dedans. Mais on a prévu tous les cas. C'est-à-dire que le PER peut être hyper simple. C'est une gestion qui s'appelle par horizon. Je laisse les clés du camion, je dois juste dire est-ce que je suis grosso modo prudent, équilibré, dynamique. Ça, tout le monde a à peu près une idée sur la question, ou alors par défaut on se met en équilibré, et on laisse faire, on ne fait rien. Donc pour ceux qui ont peut-être pas le temps ou pas l'envie d'être passionnés de ce qu'on met dans un PER, il y a une solution qui existe, il y a ces fameuses gestions pilotées par horizon.
Voilà, je choisis ça au début. Et c'est comme l'abonnement de téléphone. Vous ne challengez pas votre abonnement de téléphone tous les ans. On regarde un peu quand on le choisit, on regarde l'opérateur. On le regarde quand il est bizarrement élevé au mois le mois. Exactement, quand ça commence à monter, on s'en inquiète. Et de l'autre côté, sur le PER, si on est un spécialiste, qu'on est passionné, qu'on a envie de regarder, de mettre dedans, on parlait des SCPI, on peut mettre des SCPI dedans, on peut mettre des produits de taux, on peut mettre plein de supports, on peut mettre du private equity, c'est un peu à la mode, on peut mettre plein de choses, et bien là on peut aller faire son petit PER sur mesure. Donc, on va reparler du private equity, mais avant justement vous parlez de SCPI, on en parlait à l'instant, vous pouvez réécouter cette séquence en replay ou en podcast avec Marie Cœur de Roy et Paul de France SCPI. On se disait que voilà, l'été avait été chaud sur le secteur immobilier. Justement, quand on a dans son PER des SCPI, quelle attitude avoir? Qu'est-ce que vous nous recommandez avec des pincettes? Avec des pincettes, déjà, on vient de l'entendre, la SCPI, on a entendu que c'était un produit quand même long terme, qu'on était là pour le garder longtemps, donc même s'il a été chaud, on entend qu'il faut garder de la stabilité et pas tout arbitrer d'un coup. Et bien c'est là on voit que l'enveloppe PER, c'est une enveloppe qui est totalement compatible avec la SCPI parce que c'est justement du long terme et notre PER, c'est justement pour notre retraite. Donc on a un long horizon. Donc la SCPI, c'est un support intéressant qui permet, on peut mettre dans un PER, mais effectivement, l'été a été chaud, il faut quand même vérifier un petit peu sur quel type de SCPI on veut aller. On a vu qu'il y avait plein de secteurs, finalement la SCPI c'est un gros mot, mais derrière vous avez des secteurs, et elles font pas toutes exactement la même chose. Le bureau à la défense fait pas la même chose que la logistique. Donc voilà, on peut se poser des questions, on peut choisir, et c'est là où sur la SCPI c'est intéressant de faire sa sélection. Et la sélection d'aujourd'hui, on l'a vu, c'était pas la sélection au moment du Covid, parce que là, en ce moment, c'est peut-être mieux les hôtels que d'autres secteurs. On parle aussi beaucoup de private equity. D'ailleurs, demain, notre coach, ce sera Tudigo pour parler de private equity, comment s'y mettre et répondre à vos questions. Ce sera vers 10h50 demain, vendredi. Le private equity, on en parle beaucoup, mais est-ce que finalement, c'est le bon timing en ce moment, peut-être alternativement à l'IMO, pour investir dans cette classe d'actifs à l'intérieur de son PER ? Alors la classe d'actifs private equity, on en entend énormément parler. On a une petite pause l'été parce que c'est les SCPI, mais c'est une classe d'actifs dont on parle beaucoup. Ça attire beaucoup les jeunes, on le voit, il y a même des études récentes qui nous montrent, c'est une classe qui attire les jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est très concret, c'est-à-dire qu'on va voir dans quelle boîte on va investir, on connaît l'histoire. On a l'impression de pouvoir soulever le capot et de regarder dedans. Bah ouais, et c'est sympa, c'est vrai que quand vous mettez un peu d'argent, vous êtes content de voir à quoi ça contribue. Donc c'est une classe d'actifs très réelle, très concrète, qui du coup séduit beaucoup, notamment les jeunes. Après, il y a une petite confusion, c'est que de temps en temps, le private equity, c'est tout de suite à start-up et les licornes et machin. On a vu ça. Bon, l'histoire des licornes, elles sont pas toutes incroyables. Non, et puis on voit le petit hiver sur la French Tech et sur les financements. Exactement. On a fait la course à la croissance. En fait, on se rend compte que c'est plutôt la course à la rentabilité. Mais le private equity est plus large. Il y a différentes classes d'actifs. On peut faire du private equity sur un peu le secteur immobilier. On peut faire du private equity dans des boîtes rentables, dans la transmission. Il y a plusieurs catégories de private equity et du coup. Oui, c'est un peu comme sur les SCPI, il y a un bon timing pour le private equity et c'est une classe d'actifs en tout cas qu'il faut avoir dans son portefeuille et y investir pour du long terme. Il y a Vincent qui m'écrit sur LinkedIn, je vous partage son commentaire, Jean-Baptiste. Attention au PER pour les personnes qui ne sont pas imposables parce qu'on risque de créer de la fiscalité à la retraite. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Vincent ? Alors, il a raison, mais il a tort. Il a raison parce qu'effectivement, vous pouvez, sur un PER, le montant que vous versez aujourd'hui, si vous le choisissez déductible, donc je le déduis de mes revenus, à la retraite, il va être imposé. Donc, on a un décalage de trésorerie. Mais je vais lui répondre avec un exemple très simple. On vous propose juste de payer vos impôts dans 30 ans. Donc moi, si aujourd'hui, j'ai m'acheté une baguette de pain et qu'on me propose de la payer dans 30 ans, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et bien là, c'est la même chose. Les impôts, au pire, on les paye à la sortie. Mais c'est un choix. Parce qu'on peut tout à fait faire un PER qu'on appelle non déductible, c'est-à-dire que quand je verse, comme je ne suis pas imposé, je ne le déduis pas de mes revenus, et ça veut dire qu'à la sortie, il n'aura pas de fiscalité dessus. Là, je pense que Vincent a raison de manière assez universelle, c'est que c'est clair qu'il faut quand même une expertise fiscale pour piloter soi-même son PER, ça c'est sûr. Merci Vincent pour votre question. On a une autre question, c'est Marc qui nous l'a envoyé à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Il m'écrit: si j'ouvre un PER à mon enfant pour qu'il débloque les fonds pour l'achat de sa résidence principale, les fonds versés sont déduits de mon IR lors du déblocage. Sont-ils intégrés à l'IR de mon enfant ou au mien ? Alors, la question intéressante, c'est... Eh oui, et je continue. S'ils sont réintégrés pour mon enfant, qui n'est pas imposable, est-ce une manière, 1, de faire une donation cachée, et 2, d'annuler mon IR ?
En plus, il a mis le doigt sur la vraie question, sur l'histoire de la donation. Alors, première question sur la fiscalité. Je le déduis, si effectivement j'ouvre un PER pour mon enfant, je le déduis de mon IR, mais à la sortie, c'est chez mon enfant, donc c'est lui qui aura la fiscalité dessus. Effectivement, s'il n'est pas fiscalisé, ça veut dire qu'il n'aura pas d'impôt à payer dessus. Donc, on a un gain fiscal. Effectivement, il a raison. Dans ce cas de figure, il y a un gain fiscal. Sur la deuxième question, est-ce que c'est une donation déguisée ? Non, surtout pas. Si on le donne à son enfant, c'est une donation que l'on doit déclarer. Après, il y a une nuance qui est forte et qui n'est pas tellement encadrée en France, c'est le présent d'usage. C'est-à-dire que je peux ouvrir un PER pour mes enfants et décider qu'à Noël, à chaque anniversaire, je verse un cadeau dessus parce que moi je trouve que c'est bien de leur préparer un petit pactole pour la retraite. Donc voilà, la frontière elle est difficile à établir, c'est un peu sur la responsabilité de chacun, mais normalement en tout cas ce n'est pas une donation déguisée parce qu'il faut bien déclarer si on fait un versement de 10 000 € sur un PER d'un enfant. Il faut bien le déclarer comme une donation. Merci Marc pour votre question. Il nous a écrit à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, vous voyez, on traite vos questions. Merci à Vincent qui vient de m'écrire sur LinkedIn. Merci aussi à Brigitte qui nous a écrit à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Elle ne nous parle pas directement PER, mais vous allez voir pourquoi on en parle. Elle a ouvert un PEA dès sa création. Elle envisage de le fermer parce qu'elle sait qu'à cette occasion, elle aura à payer les contributions sociales sur les plus-values et les dividendes. Sa question est la suivante. Elle a 2 grosses moins-values, dont Rodriguez Group, qui n'est plus coté. Les moins-values seront-elles imputées sur les plus-values pour le calcul des prélèvements sociaux ? Et elle ne parle pas de compte-titre, mais de moins-values sur les plus-values du PEA. Vous avez suivi ? La question est technique. Ce que je comprends, c'est qu'elle nous dit qu'elle a une moins-value et qu'elle aimerait bien l'imputer sur ses plus-values qui sont aussi dans son PEA. Donc, c'est des titres qui sont tous dans son PEA. Et elle se pose la question de savoir est-ce que j'ai les prélèvements sociaux à payer sur la somme de ces de ces plus-values et moins-values ou que sur les plus-values. Et les prélèvements sociaux sont bien à payer sur les plus-values diminuées des moins-values. Donc, c'est bien sur le montant le plus petit. Et d'ailleurs, ça fonctionne comme ça aussi sur un PER. C'est la même logique. On impute toutes les moins-values sur la plus-value avant de faire le calcul des prélèvements. Le temps file. Merci Jean-Baptiste de répondre à toutes nos questions. Jean-Baptiste de Pascal, directeur général d'Interinvest. Pour conclure, on a une petite question sur les crypto-monnaies. On est toujours à l'intérieur du PER et c'est Amaury de Tonquédec qui va vous la poser. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour. Amaury, notre monsieur crypto. Alors, qu'est-ce que vous vouliez demander à Jean-Baptiste ? On a beaucoup de questions d'auditeurs qui concernent les cryptos et notamment, ils nous demandent si, dans une logique de diversification, évidemment, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, si les cryptos, ça peut être un placement intéressant. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une valeur refuge ou alors un actif très risqué ? Alors, c'est la vraie question. Il y a il y a 3 ans, on aurait tous dit c'est un actif très risqué. On a tenté de se dire peut-être que c'est une valeur refuge et on s'est dit on va voir avec le pétrole qui monte, l'or qui descend, qu'est-ce qui se passe. Finalement, ça n'a pas été tellement la valeur refuge. Par contre, on voit que c'est une classe d'actifs qui est certaine. On voit même, et c'est ça qui est incroyable, sur BFM Business, à droite de notre écran, on voit les cours du Bitcoin, on voit quand même 4 valeurs. Je pense qu'il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer de voir les cours en live, comme on voit pour l'once d'or et comme on voit pour le dollar, les cours de cette classe d'actifs. Je vous confirme que ce n'était pas du live, parce qu'à une autre époque, je m'occupais de l'émission Tech & Co, et les cours du Bitcoin, il fallait qu'on les fabrique à la main pour chaque émission, et on ne pouvait techniquement pas être en direct. Donc, c'est une vraie classe d'actifs, ça y est, on y est, c'est une classe d'actifs qui existe, qui est risquée comme plein de classes d'actifs. Valeur refuge, trop tôt pour le dire, je pense qu'on a besoin de voir comment elle réagit par rapport à plusieurs cycles, mais c'est une classe d'actifs, je pense, c'est comme le private equity, une classe d'actifs qui est intéressante, c'est bien de l'avoir en portefeuille, et ça concerne surtout les jeunes, c'est-à-dire que c'est les jeunes auxquels ça intéresse. Oui, et puis c'est important de le préciser que les cryptos, en fait, il ne faut pas mettre toutes les cryptos dans le même sac, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 000 cryptos aujourd'hui, et toutes les cryptos ne se valent pas. Ouais. Et voilà, mais c'est en train de se démocratiser. De toute façon, dans le club FM Crypto Lorraine, tout à l'heure, on parlera notamment de la future venue prochaine, d'ici quelques semaines a priori, d'un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, peut-être même un ETF sur Ethereum. Et donc là, ça va être toujours dans une logique
de démocratisation et d'accès plus facile à cet investissement pour les professionnels, mais aussi les particuliers. Surtout pour les particuliers, avec des fonds, ça vous donne encore plus d'accès, une facilité d'accès à ces cryptoactifs, et ça montre qu'ils passent un cap en fait. On arrive dans des valeurs qui ont une autre dimension, puisque elles intègrent les OPCVM, ça intègre vraiment une dimension beaucoup plus grande et qui vont leur donner beaucoup plus de maturité. Bien sûr, on se demandera aussi si Bitcoin peut aider à lutter contre l'inflation. Voilà, rendez-vous tout à l'heure à 14h dans le Club BFM Crypto. Le Club BFM Crypto à 14h en direct sur les réseaux sociaux, et puis on vous retrouve aussi à 21h30 à la fin de Tech & Co, à la radio, à la télé et sur le web. Merci messieurs, merci